Eh bien, bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jérôme Valu, associé chez Cassiopée, et puis avec Benoît Durand-Baracan, qui est président de Sebin. Alors, bonjour à tous les deux. On se réunit dans un format un peu exceptionnel à trois, parce que vous avez collaboré ensemble, vous avez contribué à mon livre. Jérôme, tu nous as donné une vision de l'UX design comme levier de transformation. Et Benoît, toi, tu nous as donné finalement la mise en pratique, mais toute la réflexion qui a précédé cette implémentation et comment tu es en train de transformer ton entreprise, qui est pourtant une entreprise du B2B, à travers l'UX qui est en train de changer culturellement l'entreprise. Donc, on trouvait intéressant de pouvoir avoir cette conversation tous les trois. Et donc, vous avez contribué au livre 21 semaines pour se relever de la crise. La partie innovation, design thinking, UX design est bien évidemment au cœur du livre, au cœur de la démarche, quand on a besoin de se projeter en avant et de se transformer. Alors, moi, j'aurais besoin que vous puissiez nous expliquer, et alors Benoît en premier, moi, j'aimerais comprendre ce marché sur lequel tu es avec l'entreprise Sebin et comment tu as pu sentir qu'un processus de transformation s'imposait. Oui, merci Arnaud. Donc en quelques mots, le groupe Sebin est leader français, un des leaders européens de la fabrication d'instruments médicaux, de dispositifs médicaux pour la chirurgie plastique, à la fois à visée esthétique et à visée de reconstruction. Nous sommes une entreprise qui réalise environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 185 personnes, basées en France, au nord de Paris en l'occurrence. Le marché des dispositifs médicaux, donc pour la chirurgie plastique, ceux que nous adressons, ce sont principalement des implants que nous fabriquons pour différentes indications du corps. Et donc, c'est un marché qui est estimé à l'échelle internationale à 2,5 milliards d'euros à peu près, dont environ 50% aux États-Unis, sur lequel nous ne sommes pas, puisqu'il y a des questions de marquage, FDA, CE. Nous, nous sommes CE, ce qui fait qu'on adresse à peu près la moitié de ce marché mondial. Voilà, et nous sommes un des 10 fabricants avec une présence mondiale. On réalise environ 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et alors, pour répondre à ta question, Arnaud, moi, je suis arrivé chez Sebin il y a 3 ans dans le cadre d'une situation qui était complexe, notamment sur le plan financier. Et donc, à l'issue d'une restructuration financière qui était en 2018, à l'issue de ça, je me suis rendu compte que ce marché des dispositifs médicaux était en pleine transformation. D'abord, c'est un marché qui, de produits, devenait un marché de services, et c'est un marché qui, de B2B, devenait B2C2B, ou B2B2C, pardon. Voilà, donc c'est par rapport à ça que la question de l'UX est devenue rapidement prégnante. Et alors, du coup, quelle démarche tu as engagée pour transformer le processus? À quel rythme? Comment et comment t'en as eu l'idée? Alors, il faut d'abord dire que ce processus s'inscrit dans un projet de transformation globale de Sebin, dans un projet stratégique à horizon 4-5 ans, et qui est un projet de transformation, je l'ai dit, mais également de développement de l'entreprise. L'objectif étant de doubler la taille de l'entreprise sous 5 ans. Donc, à partir de là, on a identifié avec l'équipe de direction, de management, différents leviers. Et encore une fois, comme je le disais, on est arrivé, moi-même et le reste de l'équipe également, à la conviction que, au-delà du produit, évidemment, le produit est un must-have dans notre métier. On met des produits dans le corps des gens. Donc, on imagine bien l'importance du produit. Mais encore une fois, c'est un must-have. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant. C'est nécessaire, mais pas forcément suffisant. On a estimé qu'encore une fois, ce métier allait être de plus, ce marché allait être de plus en plus drivé par le service. La qualité de service à la fois auprès des professionnels de santé, mais également, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus auprès des patients, en l'occurrence plutôt des patientes. Hein. L'essentiel de nos clients finaux sont des femmes. Donc à partir de là,
on a essayé de réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'expérience de nos clients. Assez logiquement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait se faire assister par des professionnels qui pouvaient un peu nous challenger, nous apporter peut-être des idées neuves par rapport à d'autres industries qu'ils auraient pu conseiller. Et c'est comme ça qu'on est rentré en relation il y a 1 an avec Jérôme et son équipe donc du cabinet Cassiopée. C'était en mai 2020, donc il y a pile 1 an. On peut même expliquer que c'est à la suite d'une webconférence que j'avais organisée entre Jérôme Valu de Cassiopée, Richard Caron de Méotech, qui apporte d'ailleurs, qui est l'expert de la deuxième partie de ce livre, et que effectivement, à la suite de ça, tu m'as appelé pour avoir les coordonnées de Jérôme. Donc j'ai fait effectivement l'entremetteur. Alors justement, Jérôme, on se connaît bien parce qu'on a travaillé ensemble. Tu as travaillé avec, on s'est connus sur un plateau de télé, accessoirement, on a travaillé dans la foulée ensuite quand j'étais le patron du Vélib, et tu nous as accompagnés pour essayer de remettre à plat l'expérience utilisateur du Vélib, sachant que Vélib avait des contraintes énormes, contraintes de marché public. Donc, on n'était pas finalement maître, nous, dans l'expérience utilisateur, mais on pouvait améliorer un certain nombre de choses. Et tu avais fait des études très, très intéressantes sur les différents personas, en fait, et également sur tous les irritants du service. Et Dieu sait s'il y en avait au moment où j'avais pris la main chez Vélib. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, Jérôme, la démarche que tu as mise en place quand tu es arrivé chez Benoît, dans un environnement B2B où on se dit que l'expérience client, il n'y en a pas vraiment, parce que finalement, c'est un marché de demande. Il y a à la fois un marché d'offres et un marché de demande, et finalement, l'expérience client, a priori, il n'y en a pas. Voilà. Enfin, il y en a une. Hein. Tout à l'heure, Benoît disait B2B, 2C. Et en fait, dans le papier qu'il a mis dans ton livre, il dit B2C, 2B. En fait, ce qui a changé dans le marché, c'est que la patiente n'est plus seulement en relation avec le chirurgien, elle est aussi en relation avec toutes les autres patientes. Et donc, il y a un travail d'influence. Il y a eu des crises, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une conversation entre les patientes qui n'est pas du tout neutre et dans lequel finalement les chirurgiens sont aussi un peu perdus. Et c'est ça qu'on a fait avec Benoît, c'est-à-dire qu'on a fait une tournée européenne des chirurgiens, donc France, Angleterre, Espagne, Allemagne, tournée des distributeurs pour le reste du monde, pour essayer de comprendre quelle était la nature du parcours qu'il y avait entre Sebain, les chirurgiens et finalement les attentes de ces chirurgiens, les irritants de ces chirurgiens, à la fois dans la relation directe entre Sebain et eux, et l'apport qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des patientes. Et c'était finalement ce triptyque qu'il fallait arriver à comprendre et qui allait devenir une forme de socle de réflexion et qui permettait de venir enrichir le plan stratégique de Sebain. Donc, d'abord, la première, et c'est toujours la même chose dans l'UX, il faut faire une tournée d'écoute. Et une tournée d'écoute, non pas en allant chercher les besoins, mais en comprenant les douleurs et les irritants. Parce que c'est quand on lève les irritants qu'on fidélise. Hein, et le business de demain, c'est un business de fidélisation. C'est Seth Godin qui dit que c'est beaucoup plus simple de créer une expérience utilisateur formidable plutôt que de chercher de nouveaux clients pour ses produits. Voilà, c'est ça l'esprit, je dirais, de l'UX. Alors du coup, ça s'est passé comment en fait? Bon, il y a eu la phase d'étude, elle a duré combien de temps? Ça a débouché sur quoi? Sur une roadmap? Voilà, alors c'est intéressant parce que, comme le disait Benoît, on a commencé en mai. Pile confinement quand même. Confinement, déconfinement, c'était compliqué entre l'Angleterre qui ne pouvait pas, l'Espagne qui pouvait, l'Allemagne qui ne pouvait plus, bref. Donc on a fait moitié, on va dire, un tiers présentiel, donc rencontre avec des chirurgiens, pas mal en France, hein, on a été à Marseille, on a été à Lille, on a été bon. Et puis beaucoup en visio. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on a embarqué tous les commerciaux de Sebain qui ont été finalement nos intermédiaires dans l'histoire. C'est-à-dire que, et c'était drôle parce qu'on leur disait, mais surtout donnez-nous des clients avec qui vous vous entendez pas bien.
On ne veut pas que des clients qui vous adorent. On veut aussi des clients avec qui ça s'est mal passé, ils ne sont plus clients, etc. Donc l'idée, c'était à la fois de faire un travail d'écoute et un travail d'embarquement des équipes internes sur l'idée que le relationnel avec le chirurgien était finalement un socle stratégique extrêmement important. Donc c'était le début, c'est-à-dire que l'UX, c'est un état d'esprit. C'est une vision, et ça, elle est portée par Benoît, elle est portée par Pierre, le directeur marketing de Sebin. Et l'idée, c'est pas seulement de la déclarer, mais de la faire vivre. Et donc, on a aussi, au travers de cette démarche, comme on l'avait fait ensemble chez Smoorengo, essayé de faire vivre, au travers de l'équipe interne, cette expérience utilisateur. Donc, on a eu ça. On est arrivé finalement à identifier les irritants, les points de douleur, et donc ce qu'on appelle les leviers de rétention, c'est-à-dire la manière dont on peut résoudre ces points de douleur. Et on a abouti finalement à des grands défis qui venaient, je dirais, éclairer la roadmap stratégique déjà existante de Sebin, et dans lequel on est venu insuffler un certain nombre de projets qui venaient résoudre ces sujets, avec des critères de priorisation qui sont, c'est dans la chronologie du parcours. Il vaut mieux traiter des irritants qui sont au début du parcours plutôt qu'à la fin, parce que sinon les gens sont partis. Est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? Est-ce que c'est coûteux à mettre en œuvre? Est-ce que ça demande des ressources? Voilà. Et donc un certain nombre de critères qu'on a livrés à la gouvernance de Sebin. Et Sebin en a fait son miel, je dirais, pour venir insuffler ces projets à l'intérieur de sa roadmap. Donc on n'a pas créé la roadmap, on est venu mettre de l'UX dans la roadmap. D'accord. Alors, Benoît, dans ton texte, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ta dernière phrase, je crois. Tu dis l'obsession finalement de l'UX et de la relation client. Et j'ai bien aimé ça parce que, bon, et tu me connais parce qu'on a suffisamment travaillé ensemble depuis une quinzaine d'années pour savoir que moi aussi, je suis un obsédé des rituels et que quand j'ai quelque chose en tête, il faut vraiment l'implémenter dans une entreprise. Alors, aujourd'hui, explique-nous où est-ce que tu en es, qu'est-ce que ça a apporté sur le plan de ta relation client, sur le plan du développement commercial, sur le plan peut-être de la renommée, de la réputation, et puis également, je dirais, sur le plan du collectif de chez toi. Qu'est-ce que ça a changé en interne? Alors, c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire, Arnaud. Je vais faire le lien avec ce que vient de présenter Jérôme. On a eu donc un certain nombre de restitutions donc, de la part de Cassiopée, beaucoup d'échanges. Et là, maintenant, on en arrive à la phase d'implémentation, à la phase en fait où on va véritablement passer des constats partagés. Il y a 27 projets qui ont été identifiés par Cassiopée et par nos clients. Donc maintenant, on va intégrer, comme l'a dit Jérôme, on va intégrer ces 27 projets dans le plan stratégique. Donc c'est encore un petit peu tôt pour répondre directement à ta question de voir l'influence et les résultats de cette implémentation parce qu'elle commence en fait maintenant. Ce que je voudrais dire, et Jérôme l'a déjà dit, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui s'intègre complètement dans le plan stratégique. Ce n'est pas du tout une chose en plus, allez, un projet en plus, je balance ça à l'équipe de management et puis traitez-moi ça. Ce n'est pas du tout ça. On a un projet stratégique et bon, ce n'est pas une grande surprise. La plupart des 27 projets répondent à différents stades de ce projet. Donc maintenant, on va rentrer donc dans la phase d'implémentation. Certains des 27 projets ont été déjà plus ou moins un petit peu avancés, avant même qu'on ait eu ces restitutions de la part de l'équipe de Cassiopée. Mais bon, le gros quand même va rentrer maintenant. Et puis, je pense que ce qui est très important, c'est de faire basculer progressivement, et ça va être tout l'enjeu des prochaines semaines pour nous, de faire basculer d'abord l'équipe de management dans cette culture UX, qui n'est pas forcément acquise chez Sebin. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Sebin, de par son ADN, a une culture plutôt produit, une culture un peu tournée vers l'interne. C'est-à-dire, en gros, nous, on fait des super produits. Bon, voilà, quoi. On est quand même la référence, en tout cas en France, c'est une des références en Europe, voire au-delà. Bon, so what? C'était un petit peu ça quand même, la culture Sebin.
Donc, déjà, il va falloir faire basculer, comme le dit Jérôme, acculturer l'équipe de management à cette démarche UX, leur démontrer, c'est pour ça que ces 27 projets sont très intéressants et très importants, parce que ils sont très concrets. On n'est pas juste en train de dire customer service, machin. Non, c'est très, très concret. Donc, ça va parler à l'équipe. Et ensuite, l'idée, c'est de diffuser ça à l'ensemble des collaborateurs, à la fois en France et à l'étranger. On a un tiers de nos collaborateurs qui sont à l'étranger. Donc, ce n'est pas juste un truc de l'équipe de management franco-française. Hein. Il faut, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'entretiens qui sont déroulés à l'étranger. Donc, la prochaine étape, voilà, c'est d'embarquer l'équipe de management et ensuite, au fur et à mesure, d'embarquer l'ensemble des collaborateurs de Sebain dans cette démarche qui va durer environ un an, entre 12 et 18 mois. Entre maintenant. C'est là où on rejoint ton livre. C'est-à-dire qu'en fait, une des choses dont on est convaincu avec Benoît, c'est que la culture, elle se passe par la preuve, elle se passe par la pratique. Et l'idée, c'est que la méthodologie, elle consiste pas à... Pardon ? Et le rituel. Oui, oui, absolument. Et donc, l'UX, c'est une vision, c'est un socle, c'est une vision, mais c'est aussi une discipline. C'est une discipline méthodologique. Et cette discipline, elle consiste à dire, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 27 projets, c'est que c'est des petits projets, c'est ce qu'on appelle des MVP. C'est-à-dire que c'est le minimum légal. Et donc, c'est facile à faire, c'est rapide à faire, et surtout, ça peut être piloté par des gens, et ça ne peut être piloté que par des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Ça ne peut pas être piloté par l'externe. Donc, le rôle, je dirais, de ceux qui accompagnent cette mise en place, c'est de construire une méthodologie autour de l'UX auprès des publics. Moi, ce que j'aime dans ces démarches-là, c'est que souvent, en général, après 1, 2 ou 3 projets, où la méthodologie s'est un peu façonnée à l'entreprise, il lui donne un nom. Tu vois, ça devient la Sebain méthodologie, etc. Et il faut que ce soit ça. C'est-à-dire que l'appropriation se fait par la méthodologie, par la vision, par la capacité de la gouvernance à porter cette vision, et bien évidemment, après, par la capacité des publics internes à s'approprier cette méthodologie. Et la méthodologie, elle a un talent, c'est de remettre en conversation les expertises. C'est-à-dire que le métier parle avec le SI, la logistique parle avec les concepteurs de produits, etc. Et c'est très important qu'ils conçoivent de façon collaborative, de façon agile, de façon rapide, justement, ces petits projets. Et c'est pour ça que la taille des projets est très importante pour que ça se fasse vite. Tu sais, c'est que je le dis dans le texte que je partage avec toi, c'est le patron du digital de la SNCF qui dit 3-3-3. Quand le socle est clair, il faut 3 jours pour cadrer un sujet, 3 jours. Il faut 3 semaines pour le concevoir, le prototyper, le tester auprès des utilisateurs, c'est la démarche UX, et ensuite 3 mois pour le réaliser. Si un projet prend plus de 3 mois, eh ben, on n'est pas dans les clous. Voilà, donc en fait, cette vitesse d'exécution, c'est un des éléments clés de la méthodologie UX. 3 semaines, ça fait 21 jours. Et effectivement, et en fait, le livre est bâti sur le fait qu'on va consacrer 21 jours pendant 21 semaines, en fait, tous les vendredis, sur du build. Du lundi au jeudi, on va être sur du run, en fait. Et effectivement, on dit qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Alors, ce n'est pas du tout prouvé scientifiquement, mais j'aime bien le concept et ça fait un peu écho aux 21 semaines. C'est toujours dans la durée que ça marche. Il n'y a jamais d'effet flash ou autre. Ou alors, s'il y a un effet flash, généralement, il est factice. Effectivement, l'intérêt de ces démarches, pourquoi ça doit être dans la durée et on ne cherche pas la rapidité, on cherche juste que ce soit une méthode qui devienne un réflexe en fait et qu'on cherche juste que ça devienne la culture de l'entreprise. Et effectivement, Benoît, ton texte est très intéressant parce que tu expliques comment finalement sur une activité de production, comme tu dis, contre-intuitivement, on se dit, bon, tout ça n'a rien à voir avec de l'UX. Comment, toi, tu révolutionnes, en fait, ce métier par le levier de l'UX, ce qui va te permettre de changer la culture collective et finalement le réflexe. Et c'est donc une vraie approche de design thinking, comme Jérôme a l'habitude de tous les enseigner, quoi. C'est sûr que, mais je laisse la parole à Benoît après, promis. Mais c'est sûr que tous les projets commencent
par réunir tous les acteurs pour arriver à construire une vision collective de l'expérience vécue, de l'impact. Tu sais, chez Amazon, quand quelqu'un a une idée, on lui demande d'écrire le communiqué de presse. On lui demande de réfléchir à l'effet que cette idée va avoir sur le public qui doit la recevoir. En fait, c'est ça le réflexe de l'UX. Et tous les projets doivent réunir tous ceux qui vont être dedans, donc que ce soit le métier, la logistique, donc déciloter la totalité de l'entreprise et donc réunir les compétences et leur faire écrire la vision du succès. À partir du moment où le porteur de projet a cette vision du succès, qu'il est capable même de mesurer, donc de définir les indicateurs de performance de cette vision du succès, c'est gagné. Parce que tout le monde sait pourquoi il se bat. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et c'est pour ça que le kick-off de tous les projets est très important. Parce que c'est le moment où on arrive à faire ce switch, où on arrive à faire en sorte que ce ne soit plus la compétence de chacun qui devienne l'élément clé de la réflexion, mais qu'elle serve une vision collective du succès. Il y a Mais effectivement, c'est un changement de mentalité. Vos deux textes viennent, je dirais, en conclusion de mon chapitre qui est consacré à l'innovation et au design thinking, en fait. Et moi, mon rôle, c'est pas de détailler la technique, mais en revanche, l'approche de design thinking, elle est cruciale pour les entreprises. Faut partir du marché pour revenir vers l'entreprise et créer cette conversation, comme tu le dis, entre toutes les compétences. Benoît, un rebond non, sur ce qu'on vient de se dire? Ouais, moi, ce que ça m'évoque aussi tout ça, quand tu disais Arnaud tout à l'heure qu'effectivement, vu de l'extérieur, notre marché, bon, pas évident de trouver entre guillemets de l'UX là-dedans. C'était pour provoquer et pour créer le débat. Tu vois, j'arrive, je vais tout de suite rétablir la vérité. Non, vous avez compris, moi je suis convaincu que c'est un marché de service. Je ne suis pas en train de dire du tout qu'on est dans la commodité. C'est là d'ailleurs où il y a quelque chose qui n'est pas évident à comprendre. C'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans des produits de commodité. On n'est pas en train de vendre des boulons sur lesquels on se dit, bon, de toute façon, les boulons, c'est tous les mêmes, donc on va mettre du service. Non, nous, on est sur des produits qui sont hautement, j'ai envie de dire technologiques, en tout cas d'une certaine façon technologique, en tout cas hautement à forte criticité, entre guillemets, dans le sens positif du terme. Et pour autant, j'ai presque envie de dire, on est malgré tout, je pense, dans un métier de service et de plus en plus dans un métier de service. Et le rebond que je voulais, ou la petite touche que je voulais apporter, c'est de dire que, pour résumer tout ça, je pense qu'on doit être des facilitateurs de business. Pas que ce soit pris vulgairement dans le monde médical, mais on doit être des facilitateurs de business pour nos clients. Nos clients, ce qu'ils attendent de ce bain, évidemment, encore une fois, c'est un produit incontestable, haute qualité, etc. Mais ça, c'est réglé, j'ai envie de dire. Ils attendent beaucoup plus, nos clients. Ils attendent qu'on livre évidemment en temps, en heure, sans aucun souci. Ils attendent qu'on les aide à mieux vendre ou à mieux proposer, à mieux conseiller de par nos études cliniques. C'est nous les fabricants, c'est nous qui avons les études cliniques, c'est nous qui pouvons prouver dans le temps que nos implants ou nos produits sont safe. Mais ça, ils ont besoin d'avoir les données pour pouvoir les communiquer à leurs patientes parce que, comme le disait Jérôme, les patientes, elles sont de plus en plus informées et elles ont besoin d'être rassurées. Et donc, par ricochet, nos clients B2B, chirurgiens, ont besoin également d'être rassurés. Puis, ce sont des professionnels de santé, ce sont quand même des gens qui connaissent bien le sujet. Donc, il y a tout un aspect de communication vis-à-vis d'eux. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et on est en train de réfléchir à des choses, là, chez Sebain, pour comment mieux aider nos chirurgiens. Alors, ça passe par des choses très simples, mais très efficaces et très, très utiles, comme des webinars. Je pense qu'on a été les champions du monde des webinars en 2020, comme d'autres. Mais voilà, ça peut aussi aller jusqu'à les aider sur la conception ou la réflexion, en tout cas dans l'agencement de leur cabinet, par rapport à nos pratiques, par rapport à différents sujets. Donc, voilà, pour moi, l'UX, au bout du bout, c'est comment faciliter le travail de nos clients. Et alors, Benoît, justement, dans cette lignée, j'ai envie de te poser la question,
à quoi tu verras que tu auras réussi et finalement, comment tu vas mesurer la performance de cette approche, de cette nouvelle approche en tout cas? Une très bonne question. Euh, donc, je vais essayer de synthétiser. Comment on va mesurer la réussite? On va la mesurer, je pense, à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que j'ai parlé tout à l'heure d'embarquer l'équipe de management et l'ensemble des collaborateurs. Ça, déjà, je pense que quand on aura une vraie culture, alors c'est difficile à mesurer, hein, c'est peut-être un petit peu la suite de la question, mais il faut d'abord faire basculer la culture de l'entreprise vers cette obsession du service client qui est la mienne. Et donc ça c'est le premier point, c'est en interne, un changement culturel interne. Et je pense que ça peut aller assez vite, hein, ça peut, à mon avis, aller assez vite. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, avoir des retours des chirurgiens ou des professionnels de santé d'une façon générale qui nous montreront que définitivement, euh, ils préfèrent ce bain, pardon, ils préfèrent ce bain par rapport justement à ce côté business partner. Aujourd'hui, quand on interroge, on l'a bien vu dans la tournée d'écoute, quand on interroge les chirurgiens, globalement, je ne parle pas à la marge, hein, aux deux extrêmes, mais globalement, le cœur, c'est ce bain fait des super produits, on apprécie les commerciaux, ils sont proches de nous, etc. En revanche, bon, il faudrait qu'il y ait une approche plus service, plus orientée service, plus business partner, comme je parlais tout à l'heure. Donc ça déjà, quand on aura des retours de nos chirurgiens qui nous diront oui, ça y est, là, véritablement, on sent qu'il y a ce basculement et ce changement, on se dira qu'on aura vraiment fait un pas en avant. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est quand on pourra identifier les collaborateurs Sebin. Je m'exprime, je m'explique, pardon. Quand un chirurgien pourra dire, moi, quand je m'adresse à quelqu'un de chez Sebin, que ce soit les équipes commerciales qui viennent me voir ou les gens du siège à qui je demande des études cliniques ou de la matériaux-vigilance ou que sais-je, eh ben, j'ai tout de suite une réponse qualitative, réactive, etc. Essayer voilà, d'unifier un haut niveau de service et de compétences. Puisque, encore une fois, c'est ça finalement qu'attendent nos clients. Donc, c'est là où on doit être au rendez-vous. Merci. Alors, Jérôme, moi, j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à tes clients dans la conduite de projets de type UX. Alors, bien évidemment, c'est ton métier chez Cassiope. Je crois que vous êtes une cinquantaine, c'est ça? Ouais, absolument. À peu près. Qu'est-ce Ouais, que tu donnerais comme conseil? Parce que pour mais, beaucoup de gens, hein, l'UX, ça reste une espèce de mystère. Déjà, rien que par le nom, parce que personne ne comprend les initiales. Et donc, et c'est vrai que ces notions d'UX, mais qui vont plus loin, qui vont jusqu'au go-to-market, en fait, elles sont difficilement appréhendables. Alors, toi comme moi, je crois qu'on s'est rencontrés sur le fait qu'on aimait simplifier ce qui était complexe. Donc, toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais? essayer, se tromper, vite. Voilà. Mais je pense que le constat qu'on fait avec la période étrange qu'on vient de vivre là, pendant 1 an et demi, c'est que notre activité a très bien fonctionné sur le run, pas sur le build. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont revenus à l'essentiel là pendant cette période. Ce qui a tourné, c'est ce qu'il fallait, il fallait que ça tourne. Parce que si ça ne tournait pas, les entreprises s'effondraient. Donc en fait, on nous a appelés, on nous a demandé de venir intervenir avec nos méthodologies sur le run. Et on s'aperçoit que finalement, en apportant une méthodologie, on change l'état d'esprit des gens qui travaillent. Donc en fait, ils sortent de là avec une méthodologie qu'ils n'avaient pas appliquée jusqu'à maintenant, qui a fait la démonstration en 1 an et demi de son efficacité parce que le run a tourné malgré tout, et qu'aujourd'hui, on est en train de leur dire, ben, maintenant, continuez à appliquer cette méthodologie, de vous poser en permanence la question de l'impact de ce que vous faites sur l'utilisateur à qui c'est destiné et plutôt que de regarder la compétence que vous mettez en œuvre. Parce que les silos dans les entreprises, la complexité de faire fonctionner le métier à côté du SI,
vient du fait que les gens ne sont pas en conversation parce qu'ils n'ont pas cette vision collective de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'on réintroduit finalement pour fluidifier et simplifier les projets. On dit mais ça sert à quoi? À qui? Pourquoi faire? Et c'est cette vision collective qu'on ramène. Donc en fait, il faut remettre en conversation les compétences de l'entreprise. Et ça au travers design thinking, ateliers collaboratifs sur des périodes courtes. Donc il faut essayer de le faire. Et quand on a essayé, quand on a embarqué une partie de l'équipe, eh bien, on reverse cette équipe qui a travaillé sur le sujet dans le run habituel et on s'aperçoit que c'est eux qui font le changement. Donc, l'idée, et mon conseil, c'est de prendre des sujets stratégiques, de les orienter UX, de faire coacher les équipes internes par des gens qui maîtrisent cette méthodologie et progressivement de faire tourner tout le monde sur cette méthodologie pour que ça devienne finalement un réflexe, comme tu l'as dit tout à l'heure, un réflexe. Donc, il n'y a pas de grand soir dans la transformation, il n'y a qu'un travail de discipline progressif. Et ce qu'on fait en général, quand il y a des succès, on fait des petits films qu'on diffuse dans l'entreprise où les gens disent oh, c'était génial de travailler comme ça, qu'est-ce que ça a été bien, on a avancé, oh là là, on était tous d'accord, on savait ce qu'on faisait, etc., etc. Et en fait, il faut faire des preuves rapides, des quick wins, hein, comme on dit, des petites victoires rapides, et le raconter, beaucoup le raconter. Et puis il y a un rôle très important, c'est celui du patron qui raconte la vision qu'il a. Il est l'auteur. Tu connais l'étymologie d'autorité. C'est auteur. C'est parce qu'on est capable de porter cette histoire que finalement, on la diffuse au travers de toute l'entreprise. Voilà. Donc, moi, mon conseil, c'est essayer. Et trompez-vous vite. Ça, c'est le signe de l'antifragilité. Effectivement, c'est quelque chose, un concept qui est important à mes yeux. Alors, pour conclure cette conversation, en fait, entre nous trois, je voudrais vous demander, alors Benoît d'abord et puis Jérôme ensuite, voilà, je vous ai appelé un jour en vous disant, voilà, je fais un livre, je vous explique la démarche, il va falloir se relever de la crise parce que tout le monde va être atteint d'une façon ou d'une autre. Pas forcément dramatiquement d'ailleurs, plutôt positivement, comme on le voit aujourd'hui. Mais on sait que ceux qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui vont agir, ce sont ceux qui vont faire quelque chose. Et donc, pourquoi ça vous a plu? Pourquoi vous avez accepté de rentrer dans, je dirais, dans le cadre de mon univers sur la transformation, dont je suis un évangéliste, comme j'aime à le dire, et pourquoi ça vous a amusé de venir contribuer l'un et l'autre par rapport à ce livre. Alors, outre le fait qu'on a réussi à faire un triptyque parce qu'on se connaît tous les trois. Benoît. Alors, moi, si je dois donner une raison principale, outre le fait qu'on a travaillé ensemble, qu'on se connaît bien et qu'on s'apprécie beaucoup et que je connais la largeur de tes compétences, c'est pour une raison très simple, c'est que on est dans une période qui est très compliquée. Le chef d'entreprise, et je peux en parler, je peux témoigner, est isolé, il est seul. Euh, Moi, j'ai la chance d'être dans un écosystème qui fait que je suis peut-être un peu moins isolé que d'autres. Je te connais, Arnaud, par toi, je connais Jérôme, etc., etc. Bon, je ne suis pas sûr que tous les chefs d'entreprise aient cet accès à la compétence, aux bons conseils, aux bons experts. Et je ne suis même pas sûr qu'ils aient forcément conscience, d'un côté, des risques qui sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, en face de nous, et de l'autre côté, de l'éventail aussi des solutions, pour présenter les choses de façon plus positive, de l'éventail des solutions. Donc, je pense que, te connaissant bien, Arnaud, ce type d'ouvrage est typiquement l'ouvrage qui aujourd'hui peut ouvrir un peu le champ des consciences. Je n'ose pas dire les chakras, ça fait un peu spirituel. En tout cas, le champ des consciences d'un certain nombre de dirigeants que moi je croise tous les jours et qui sont un peu dans une situation de, de, de stupéfaction par rapport à la situation qu'on vit. On a été perfusé pour beaucoup d'entre nous au PGE. Ça nous a fait gagner du temps. On a encore, pour certains d'entre nous, une partie de la trésorerie. Mais enfin, on a aussi en face des dettes qu'on n'a jamais eues. Donc,
moi, je suis convaincu que c'est le moment de se transformer, qu'il fallait, entre guillemets, utiliser cette période de Covid pour justement accélérer, enfin lancer ou accélérer les transformations dans l'entreprise et que quelque part, les PGE nous ont permis de le faire, ont pu financer de ce type de projet. Mais voilà, mais il y a encore une fois cette période de stupéfaction et je pense que des livres comme le tien, Arnaud, qui sont des livres très méthodiques, concrets, peuvent, à mon avis, rassurer les lecteurs, en tout cas les chefs d'entreprise, et surtout, encore une fois, ouvrir leur conscience pour se dire, pardon, que il y a des solutions pour s'en sortir. Merci Benoît. Alors l'élargissement du champ de conscience, j'ai le copyright sur cette, sur cette notion, puisque c'est au cœur de mon premier livre. Jérôme. Mais justement, tu parles du premier, partout où je passe les mêmes problèmes. C'était un diagnostic. Pardon? Les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. C'était un diagnostic. Là, c'est un livre de recettes. C'est-à-dire que ce que j'aime dans 21 semaines, c'est le rythme. C'est que je pense que la chose qu'on a perdue dans l'entreprise, c'est le rythme. C'est qu'il faut il faut donner du rythme. Tu parlais de discipline, il faut donner de la discipline et du rythme dans la transformation en se disant qu'on peut aller vite parce qu'on sait aborder le sujet de la bonne manière. Si tu me permets, moi j'ai écrit un petit bouquin il y a un peu plus qui s'appelait Patron, n'ayez pas peur. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut aborder ça avec une certaine sérénité parce qu'on dispose et je suis parfaitement d'accord avec Benoît, quelle solitude! Mais quelle solitude! Moi, qui fais du conseil, je m'aperçois que finalement, dans les entreprises, les gens ont du mal à trouver des gens avec qui échanger. Toi, tu as la chance d'avoir Pierre, ton directeur marketing, mais il y a beaucoup de gens qui sont très seuls. Et donc, je pense que ce livre, le premier puis le deuxième, entre le diagnostic et la solution, je trouve que là, il y a un diptyque tout à fait intéressant, auquel moi j'adhère complètement. Et je suis dans cette logique-là. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est le panel des experts. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur des solutions méthodologiques de projets, mais on a aussi des réflexions un peu plus philosophiques dans la manière de traiter les choses qui me semblent tout à fait adaptées. Oui, merci. Alors effectivement, le livre est conçu comme une cure de remise en forme, en fait, ni plus ni moins. C'est un peu ça. Donc c'est 21 semaines. Donc au lieu de se dire on mange un avocat et on boit un jus de citron vert tous les matins, bah là c'est on fait telle chose et telle chose. Et effectivement, on la ritualise. Et tu parles du rythme. Ça, c'est une notion qui est très importante. Je dis toujours que la vitesse, c'est toujours la notion de il y a la vitesse, il y a le tempo et il y a le momentum. C'est-à-dire qu'à un moment, tout ça, c'est quelque chose qui s'organise à l'intérieur d'une entreprise. Il y a des choses qu'on peut faire à un certain moment qu'on ne peut pas faire à d'autres. Et puis, savoir à un moment trouver le bon rythme, c'est ce qui permet de résoudre des difficultés ou au contraire d'aller devancer les autres et notamment ses concurrents. Il me reste à vous remercier Jérôme Vallu, donc associé de chez Cassiopée, et puis Benoît Durand-Baracan, qui est président de Sebain. Et puis, bien évidemment, on retrouve vos textes dans le livre et puis sur ce site internet. Merci bien. Merci Arnaud. Merci Jérôme.